Tu n'as peut-être pas de PowerPoint avec toi? Non, pas du tout. Viviana Gravano travaille entre Milan et Rome. Elle est conservateur d'art contemporain et professeure d'histoire de l'art à l'Accademia di Brera à Milan et à l'Institut européen du design à Rome. Elle est éditrice pour le journal Art o Cultura e Politica. Oui, alors, excusez-moi là. Art o Cultura e Politica degli Artiseniche et collabore à différentes revues et magazines. Elle est l'auteur de nombreux essais au sein de catalogues d'expositions tels l'Arte Fotografica, Fotografi d'Adulto, Il Mondo delle Collezioni Italiane, Carta Secrète et l'imagerie photographique. Elle a participé à de nombreuses conférences et colloques partout dans le monde et elle travaille notamment avec le laboratoire de recherche, le Centre de recherche sur l'analyse et l'interprétation des textes et musiques dans les arts du spectacle. On écoute Viviana. Alors merci à Eka et à Blas pour ces colloques. Alors je voudrais parler d'une expérience de performance très particulière. Et en effet, c'est le travail de Tino Sehgal. En effet, je vais parler de ce travail de Tino Sehgal seulement pour vous poser des questions. C'est-à-dire, ma proposition, mon intervention va être plutôt de poser des questions à tout le monde à propos de ce qui nous abordons ici. Je fais seulement une très rapide introduction à Tino Sehgal. Je n'ai pas d'image parce que la caractéristique la plus importante de Tino Sehgal, qu'il a interdit totalement de prendre images, photos, vidéos, ou de faire des textes écrits à propos de son travail. Donc, pour cohérence avec son travail, je n'ai pas d'image dans mon intervention. Et vous pouvez trouver quelques images normalement dans Internet, mais ce n'est pas une image, on peut dire, légale, qui n'aime pas, qui tourne dans Internet, mais en tout cas, ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important. Je dis très rapidement c'est qui Tino Sehgal. Je pense que presque tout le monde sait qui c'est, mais seulement pour donner un peu des coordonnées pour si quelqu'un ne connaît pas. Il est un jeune artiste qui travaille entre Londres et Berlin, en effet. Il est né en 1976. Il est né à Londres, mais en effet, il a grandi entre Paris et l'Allemagne. Sa mère est allemande et son père vient du Punjabi, de l'Inde. Donc, au début, il a étudié économie et après, il a étudié danse à la Humboldt University entre Berlin et Essen, en Allemagne. Il a travaillé avec Jérôme Bell et Xavier Leroy au début. Donc, il a commencé faisant des travaux de danse. Il a travaillé dans le domaine de la danse. En 1999, il a réalisé un spectacle qui s'appelait 20 Minutes for 20th Century, où il dansait 55 différents mouvements en 55 différents styles de danse, de Balanchine jusqu'à Cunningham. Celui-là, c'était le dernier travail qu'il faisait vraiment avec la danse dans les sens stricts du mot, c'est-à-dire qu'il a laissé travailler avec des compagnies de danse. Et là, pendant ce travail-là, il a connu Jens Hoffman, qui est le curateur du Baptist Institute of Contemporary Art de San Francisco. Et là, il a commencé à penser de travailler dans les domaines de l'art contemporain, pas plus dans les domaines du spectacle, si vous voulez, ou de la danse, comme vous voulez le définir, et de commencer à travailler dans les musées, dans les galeries d'art. Donc, la première question très importante, qu'il a laissé les côtés de la performance liée à la danse, et il s'est concentré de faire ça dans les domaines de l'art contemporain. Toutes ces performances, ce sont des performances qui sont faites avec des personnes qui choisissent en place, avec des auditions, c'est-à-dire qui rencontrent des professionnels, qui peuvent être des danseurs plutôt que des acteurs, ou des non-professionnels, et qui font un travail et qui sont bien pour la performance qu'il va développer dans les lieux où il va travailler. Alors, je ne vais pas vous compter toutes les performances, je vous dirai seulement quelqu'un, et pour chaque performance, je vous dis quelle est la question que j'ai envie de vous poser. Donc, la première chose très importante, que je ne devrais jamais dire performance, parce qu'il n'appelle pas performance son travail, il l'appelle constructed situations, situation construite.
Il ne parle pas ni de mise en scène, ni de performance, mais il parle des situations construites, que c'est une définition qui lui-même l'a donnée. C'est une partie de la critique d'art, là aussi définie performance relationnelle. Je pense que la définition qu'il lui-même a donnée, c'est la meilleure qu'on peut dire. Son premier travail, le travail qu'il a rendu vraiment fameux un peu partout, c'est une performance qu'il a fait la première fois à la Biennale de Venise de 2005, où il représentait l'Allemagne. Normalement, à la Biennale de Venise, il était le plus jeune artiste qui représentait l'Allemagne à la Biennale de Venise. Et la performance s'appelle This is so contemporary. Et la performance, c'était des gardiens qui étaient dans les musées. Il a fait aussi ça à le musée Formodel Küster de Frankfurt am Main et dans des autres musées. Et les gardiens du musée, c'est-à-dire les gardiens des salles, les gens qui font normalement dans les salles, doivent se lever tout d'un coup et commencer à chanter This is so contemporary, 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 this is so contemporary, ho, ho. Et après, il devait se remettre à sa place en disant seulement This is so contemporary, Tino Segal, et la date de la performance, évidemment, de la situation qu'il avait créée. Et les personnes qui fait ça, c'était vraiment des gardiens, qu'il a fait des auditions avant, les personnes qui faisaient ce travail-là. Et comme je vous disais au début, il n'avait pas la possibilité ni de filmer, ni de faire des photos. Alors la première fois que j'ai connu Tino Segal, son travail, en effet, j'étais à l'MM-Cap de Francfort. Je savais qu'il y avait une expo de ce monsieur, je n'avais jamais vu. J'étais dans les salles, à un certain moment, la femme et l'homme qui étaient dans les salles ont commencé à sauter, très heureuses, avec beaucoup de félicité, là. Ils ont commencé à crier cette phrase-là. Et ils ont continué plusieurs fois pendant le temps de l'expo. Dans les musées, il y avait un autre expo, il y avait une expo, normalement une expo d'art plastique, et dedans, il y avait cette performance de Tino Segal. Alors, déjà dans cette première situation que je reprendrai après, c'est évident que la première chose, c'est quelque chose de très bouleversant. C'est-à-dire, normalement, c'est pas seulement que dans ces musées, nous ne sommes pas habitués de voir quelqu'un qui tout d'un coup chante quelque chose comme ça, mais la chose la plus importante, qu'il était les gardiens qui faisaient ça, qui pour nous ont deux rôles, non, ont deux significations. C'est-à-dire quelqu'un qui nous contrôle, normalement, qui ne doit pas perdre la tête, parce que c'est quelqu'un qui conserve dans le musée la calme, et en même temps, c'est pour nous quelqu'un qui, d'une certaine manière, c'est anonyme, ces personnes, sont nous ne regardons pas avec intérêt à la singularité de chaque gardien du musée. Là, chacun faisait une propre interprétation de cette phase-là. L'autre jour, Michel, qui n'est pas ici, je regrette, nous a présenté la plus brève poésie il a dit, il était haut. Alors, Tino Segal recommande à son acteur de dire ho ho à la fin de This is so contemporary. Et c'est pas pour rigoler, mais parce que ho ho, c'est une manière qui a une liaison avec une certaine culture des États-Unis, avec un certain moyen de chanter un peu pop et en même temps un peu country. Et c'est une caractérisation de la chanson. Donc, la première fois que je suis allée à une soirée, un party avec des amis, et là j'ai rencontré quelqu'un qui avait vécu la même situation à la Biennale de Venise, que je n'avais pas vu. Nous étions à la même table, nous avons commencé à parler de ça par hasard, c'est-à-dire il m'a dit, j'ai vu ça à la Biennale de Venise 3 années avant, et nous avons commencé à parler. Tout d'un coup, moi et lui, nous étions les témoins d'une chose que personne avait déjà vue. Et ça, c'est presque normal pour la performance. Plusieurs fois, le public a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. La différence, il était que tout le monde nous a demandé, bien, c'est où que nous pouvons voir quelque chose. Nous avons dit, pas du tout. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de textes, et il n'y a pas de possibilité d'avoir une documentation de ça. Mais aussi ça, c'est presque normal. Beaucoup de choses qui se sont passées n'ont pas de documentation, pas parce que l'artiste a décidé de ne pas l'avoir, parce qu'il s'est perdu et tout ça. Mais à ce moment-là, nous étions comme, comment on dit, nous avons la responsabilité éthique d'être les seuls témoins de cette situation, de cette performance-là. Donc, je vous explique la seconde qui s'appelle This is New. C'est une performance où les mecs qui donnent les tickets, excuse-moi, je
sais pas comment dire en français, c'est les mecs qui vendent les tickets normalement guichetiers, voilà, les guichetiers, devaient déclamer une notice de la journée prise par le journal du matin, de la première page, au mec qui allait là acheter des tickets. Si les tickets, si les mecs là disaient quelque chose, ils devaient dire seulement les titres de l'œuvre, ils devaient dire This is new, Tino Segal, 2005, 2007, tout ça. Si le mec dit rien, il devait dire rien. Donc l'œuvre disparut complètement. Il ne devait pas dire ah mais je faisais une œuvre, ah mais vous n'avez rien dit, rien de tout ça. Il n'avait pas possibilité de répliquer. L'œuvre c'était terminé comme ça, c'était disparu, c'était effacé. J'ai lu un petit article, un commentaire qui a fait Colin Millard sur la revue Modern Painters en 2012. Il parlait d'avoir vu une performance 2 fois. Et je vous lis l'article, un petit morceau de l'article, c'est très bref. Cette expérience, quelle que fût, m'a profondément marqué. 4 ans plus tard, je l'ai retraché dans un court article. J'avais alors écrit que l'interrogation de la petite fille était « Qu'est-ce qu'elle a ?» Une erreur de ma part. Étant donné que Tino Segal refuse que son travail soit documenté d'une façon ou d'une autre, je n'avais que ma mémoire à disposition. Ce n'est qu'en 2010, au Salomon Guggenheim Museum de New York, alors qu'elle descendait l'escalier en spirale accompagnée d'un enfant inquisiteur, que je me suis rendu compte que cette pièce intitulée This Progress était la même que celle de Londres. La question était en réalité, qu'est-ce que le progrès? Alors il avait vécu la même performance 2 fois, et la performance c'est celle qui Tino Segal a fait à la Guggenheim Museum. Il a fait beaucoup de versions de cette performance. Cette version la plus connue c'est celle de Guggenheim, où il a vidé le Guggenheim. Et vous avez une petite fille qui vous accompagne la première partie du musée en montant, et vous demandez quelque chose à propos du progrès. Après, il y avait un adolescent, après, il y avait un homme âgé, après, quelqu'un de très âgé, qui vous laissait à la fin tout seul avec une question sans réponse. Et vous faisiez tous les tours du musée avec vide, avec cette personne-là qui vous demandait quelque chose. Alors, vous voyez que les journalistes qui écrivaient cet article-là se rappelaient bien la question, qui était la première question. C'était la petite fille vous demande, je l'ai fait au Guggenheim, vous demandez qu'est-ce que c'est le progrès. Il se rappelait qu'est-ce que c'est l'art. Alors quand Tino Segal a rencontré Coligny et il lui a raconté ça, il a dit bien ça veut dire que pour vous c'est plus important l'art que le progrès. Et je trouve que cette réponse est vraiment très intéressante parce que ça devient sur la question que je vais vous proposer. Je voudrais mettre en relation ce travail de Tino Segal avec la pensée d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Agamben, qui est un philosophe italien, qui est très proche aussi de la pensée je pense, d'Eddie Huberman, de quelque part. Et je voulais vous proposer l'idée qu'il a de la communauté qui verra. C'est-à-dire, il a écrit un petit livre qui s'appelle La communauté qui verra. C'est un peu difficile, qui vient. Ok, je ne saurais pas comment dire en français. La communauté qui vient. Et là, dans ce livre, en effet, il part dans la redéfinition de l'individu, de la singularité, de la subjectivité. Et à travers ça, il commence à expliquer c'est quoi cette communauté qui vient. Et pour définir l'homme qui vient, alors l'homme qui verra, il dit que normalement la traduction devrait être l'homme n'importe qui. Et le mot latin c'est quod libet. Mais en effet, il dit c'est pas exactement comme ça, c'est-à-dire c'est juste la traduction, c'est juste, mais il veut dire que c'est pas n'importe qui, mais en effet, il sera l'homme quel que soit, c'est-à-dire c'est qu'il a le choix de décider ce qu'il veut être chaque fois qu'il est. Je m'explique mieux. Je veux dire que les témoins de Tino Segal vivent 2 possibilités d'être soi-même. La possibilité quand il est là, il est engagé dans la performance, et chaque fois qu'il compte encore sa situation, qu'il remet en scène à travers son compte la performance sans avoir aucun document qui peut dire c'est juste pas ou sans document qui donne comment dire, une ligne à ce témoignage,
il recommence à être soi-même. Donc le témoin de Tino Sehgal, c'est ce qu'il veut être. Mais Agamben dit, et je pense aussi que Tino Sehgal dit, ça nous concerne, ça nous intéresse. C'est-à-dire que chaque témoin nous intéresse parce que c'est le témoin. Et sa subjectivité, c'est le vrai centre des témoignages à propos de sa situation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de proposer l'idée qu'en effet, tous les témoins d'un événement qui peut être Tino Sehgal en particulier, et je le pose comme un extrême, normalement je ne pense pas que tout l'art se doit dérouler ou se doit intéresser de cette idée, pas de la documenter, c'est pas là la question. Je pense que toutes les personnes qui sont des témoins d'une situation au vif, qui mettent en jeu très fortement la subjectivité, ce sont une petite communauté dispersée. Ce sont une petite dispersée, on dit dispersée, je ne sais pas, une petite communauté fragmentée, que chaque fois qu'ils se rencontrent, par hasard peut-être, ils recommencent à être une petite communauté qui ont vécu la même expérience. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils construisent encore une fois l'expérience même. Donc la question de l'auteur, du rapport entre auteur et spectateur, là ça devient extrême d'une certaine façon parce que chez Tino Sehgal, et c'est sa proposition, c'est son idée normalement, c'est que chaque fois que quelqu'un peut voir une situation qu'il a construite, en effet, il deviendra un co-auteur, pas seulement dans le moment de la performance, mais chaque fois qu'il comptera ça. Alors donc, je voulais seulement mettre dedans une autre petite suggestion, c'est-à-dire de récupérer une image rhétorique de l'époque latine, que j'aime beaucoup, qui, je ne sais pas moi seulement que parle de ça maintenant, mais il y a beaucoup de théoriciens qui s'intéressent de ça, c'est-à-dire l'idée de l'ekphrasis. Cette question de l'époque grecque, c'est-à-dire la description d'une œuvre très minutieuse, et que la plupart des fois se fait en absence du matière réelle, en absence aussi de l'œuvre même. En effet, l'ekphrasis du début était la description des œuvres qui n'existaient pas. Et ça m'intéresse parce que, normalement, dans la définition que je vous dis très rapidement, c'est l'ekphrasis est un discours descriptif qui met sous les yeux de manière vivace, pardonnez-moi, les sujets qu'il évoque. Il y a l'ekphrasis de personnes, de lieux, de moments. Alors, donc, la fonction de l'ekphrasis, c'est de rendre vif ce qu'on raconte, de rendre quelque chose vivant devant ceux qui écoutent les contes. Donc, ce qu'on fait devant la performance de Tino Sehgal. Et l'autre question, je pense que est très importante, c'est l'idée de l'autoritas. C'est-à-dire, je voudrais un peu changer l'idée de l'auteur, donc de l'autorialité, à travers le mot de l'autoritas, qui c'est dans l'étymologie latine, qui c'est augere, qui c'est différent de celle de l'auteur, qui c'est pas seulement celui qui peut valider non, de quelle manière les pouvoirs ou ça qui se concerne les pouvoirs, mais qui est aussi, disait le latin, autorisé à faire un acte pour créer quelque chose du nul, qui part de rien, qui n'a rien devant de matériel. L'autorité, c'est quelqu'un qui peut créer sans avoir vraiment quelque chose de matériel. Alors, je ne pense pas que la performance ou la situation de Tino Sehgal n'est pas un matériel. Je pense que les documents, on peut être mis à part et que ça peut être intéressant de partir directement de l'expérience pour faire de ça, pour donner au spectateur l'autorité. Donc, je voulais vous conter seulement une dernière performance parce que je pense que c'est très important aussi de parler de la condition de danger dans laquelle Tino Sehgal met les spectateurs. C'est une condition que normalement, de Benjamin après, c'est une condition très créative. Il y a une autre performance qu'il a fait à l'ACA à Londres, This Objective or That Object. La performance, Michel Gaudier, dans un écrit très intéressant, a commenté comme ça, il dit « Monsieur Sehgal sait bien que les échanges qu'il met en scène sont dépourvus de réflexions réellement critiques ou théoriques. Cette discussion sert uniquement à empêcher une réflexion
une réification de la pièce, non créer un concept. C'est quoi cette œuvre? C'est une performance où il y a 5 acteurs, vous entrez dans une salle, il commence par parler d'art. Il est interdit de parler de l'œuvre de Tino Sehgal ou de ce qui se passe dans la salle. Il doit parler généralement d'art. Il cherche à un certain moment de vous engager dans la discussion. La première fois que vous posez une question, il est interdit de vous répondre, il ne peut pas. La deuxième fois, il commence à parler avec vous. Si pendant un certain moment vous n'étiez pas engagé, il tombe à terre, il commence à dormir. Alors je vous dis que j'ai vécu cette expérience encore à Francfort, je n'avais rien compris. Je suis entrée dans une salle, j'avais un sac avec des yeux dessinés sur mon sac. Et là, ils ont commencé à parler d'Audrey Hepburn. Parce que les yeux semblaient un petit peu d'Audrey Hepburn, mais je n'avais pas compris, pas du tout. Je suis restée là, ils ont essayé, j'ai compris après, 2 ou 3 fois de m'engager dans la discussion du cinéma, des rapports entre art et cinéma. Je n'avais pas du tout compris, je l'ai vu tomber à terre et il s'est endormi. Des années après, encore pendant un dîner, quelqu'un m'a dit qu'ils ont passé la même expérience, et là j'ai compris qu'il avait fait mourir ou dormir parce que je n'avais pas participé, mais je n'avais pas du tout compris. Et là encore, 1 minute, et là encore la question c'était très intéressant parce que c'était la question du succès et de l'échec. C'est aussi un travail qu'il fait avec des garçons, je vais très rapidement, il y a 5 gamins qui jouent dans la salle du musée, sans chouette, sans rien, et ils cherchent de travailler, de jouer avec vous. Vous jouez avec eux, et à la fin, ils s'arrêtent tous les 5 et vous disent si c'était un succès ou un échec. Ils donnent le jugement final au spectateur. Alors, donc, je vais terminer, mais pour terminer, je voulais vous lire vraiment très rapidement un petit morceau d'un roman de Toni Morrison. C'est un artiste afro-américain, fait pour hommage aux interventions de Carlo que j'ai bien aimé aujourd'hui, dans lesquelles je pense que la dernière phrase, c'est vraiment ce que je voulais dire. Alors, la discussion, c'est entre un maître, un patron, et un esclave noir qui s'appelle Sixo. Le roman s'appelle Beloved, Amatissima. Pardon, en français, je ne sais pas, en anglais c'est Beloved. Alors, le maître demande, tu as volé le petit porc? Il dit, non, je n'ai pas volé. Et le mec encore, mais tu l'as tué? Et le mec, l'esclave, oui, je l'ai cuisiné. Mais tu l'as mangé? Oui, je l'ai mangé. Alors pourquoi tu ne me dis pas que tu l'as volé? Et alors la question c'est que Sixo a planté comment ça s'appelle? La seigle, le seigle, voilà, merci, pour pouvoir mieux exploiter la terre. Saxo donne à manger à la terre. Si la terre mange bien, Sixo mange bien et travaille mieux. Bravo, l'a dit le maître. Vraiment. Mais le maître l'avait également battu pour lui démontrer que la définition appartient à qui définit et pas à qui est défini. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir introduit l'ekphrasis dans le débat, parce que je pense qu'effectivement c'est très très important, et on le voit en particulier avec cet exemple. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question subsidiaire, c'est la question de... Micro. C'est une petite question, mais importante, c'est une question de l'argent. Comment il vend ses œuvres? Parce que comme je sais que le centre Georges Pompidou en a acheté et en liquide, donc ça pose quand même quelques problèmes, et je crois que c'est intéressant d'ouvrir sur cet aspect-là, quoi. Oui, j'avais d'autres réponses. Je veux répondre. J'avais un petit morceau à propos de ça, mais je n'avais pas de temps. En effet, il a vendu un Burger Bahnhof à Guggenheim Foundation, je pense, certainement au centre Pompidou, et je me rappelle, mais à plusieurs institutions. Alors, donc, il ne signe jamais papier, il ne fait pas du tout de contrat, il n'accepte pas du tout de chèque. C'est seulement un colloque entre lui et le commissaire ou la personne qui est inquiète de faire ça. Il y a quelqu'un de légal, une troisième personne qui fait la médiation légale de ça. Et ils vendent 4 ou 6 comment on dit, copies des situations, c'est-à-dire ils vendent la possibilité de faire 4 fois ou 6 fois la situation. La chose très amusante, qu'il se tient pour lui-même un éprouve d'artiste de ça, comme on fait normalement, on fait les multiples. Et
et la plupart des fois qu'il fait les situations, il n'est pas là. Parce que c'est très important que les situations ne sont pas du tout contrôlées par lui. La dernière qu'il a fait à la Tourbillon, je n'ai pas eu le temps, il était là le premier jour, c'était dans le Unilever Project, je pense qu'il était pour 2 mois, il est resté seulement un jour. Et donc c'est comme une partition en fait, ça revient à quelque chose de... Oui, de quelle façon c'est comme dans un spectacle, de quelle façon c'est, vous dire, la seule différence c'est qu'on n'a pas des papiers. Et tu connais les films? Oui. Mais elles sont publiques. Je pense que celle de Sant'Angelo a été publiée, non? Moi j'ai assisté à une vente, j'ai été témoin d'une vente à l'Institut de Villeurbanne, qui a acheté une pièce. Et alors il y avait le staff du musée, et il y a des témoins extérieurs dont je faisais partie, et puis un notaire. Le notaire qui est engagé avec le musée. Et donc tout se fait effectivement vraiment, c'est la description de la pièce, se fait devant témoin, devant le notaire et devant. La somme se dit aussi, elle est uniquement orale. Et après on boit un coup quand même, là c'est physique. Je vous dis seulement qu'en effet il parle aussi d'économie relationnelle, c'est-à-dire ce qui l'intéresse c'est l'économie relationnelle. Donc la relation c'est partout dans son travail, qu'ils pourront accepter ou pas, c'est pas important. Mais c'est toujours une question d'économie des relations. Donc la relation c'est entre l'œuvre et lui, l'œuvre et le public, et donc aussi dans le monde. Et je crois que c'est intéressant de faire un parallèle avec la façon de procéder aussi de Stanley Brown. On a vu, quand on a visité l'exposition hier, qu'il n'y avait pas d'image, évidemment. Il y a eu un clash justement cette année avec l'Institut de Villeurbanne qui avait prévu et programmé une grosse exposition de Stanley Brown, et qui a été refusé par l'artiste au dernier moment parce que un certain nombre de modalités sur la présentation avait été trahies. Alors c'est très amusant parce que quand on connaît Stanley Brown, on le reconnaît dans les lieux publics, mais il est en train de faire une performance qui est une performance secrète en général. Donc on ne peut même pas lui dire bonjour, on ne va pas lui dire parce qu'il est là incognito pour pouvoir faire son travail. D'ailleurs il est dans la salle, non? Mais comment en fait une institution arrive à déjouer le problème quand même technique, pratique, administratif? Je ne sais pas. Je sais qu'en France il y a eu un grand scandale, je pense. Non, je sais, je vous demande pardon, il y a quelqu'un qui a fait une interrogation, je crois, au Parlement, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a eu une question très importante. Eric Mangion a une question. Pendant que vont en ligne, je voulais aussi dire que je n'ai pas eu le temps, mais il a des références aussi dans le monde de l'art contemporain très importants comme Félix González Torres, qui est son point de référence. Il a travaillé sur son travail à l'M4. Je rebondis en fait sur ce que vous avez dit. J'étais très impatient de vous entendre cet après-midi. Et je mets des petites notes qui confirment en fait ce que je pense de Tino Sehgal. Pour moi, c'est un artiste que le milieu de l'art attendait en fait. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il utilise en fait parfaitement les systèmes de médiation des musées et des galeries. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un système que les galeries, centres d'art et musées ont mis en place depuis quelques années. Puis son non-rapport à la photo, aux documents et au contrat s'inscrit pour moi dans 2 principes. Le principe, c'est que c'est très bien, enfin, ça participe à une volonté du milieu de l'art d'inscrire une mythologie de la non-photo, du non-document ou du non-contrat, qui est totalement attendue aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, et vous l'avez parfaitement illustré, c'est un artiste de la citation. C'est-à-dire que dans les textes, dans les discussions énoncées, il s'appuie beaucoup sur des citations de philosophes, et puis ça s'appuie aussi beaucoup sur la pratique d'autres danseurs. Vous avez cité Jérôme Bel et Xavier Leroy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire un article sur Tino Sehgal sans parler de Jérôme Bel et de Xavier Leroy. Et je crois que c'est... Alors j'ai du mal à savoir si c'est une grande stratégie de marketing très malicieuse, pourquoi pas, ou alors une invention qui épouse beaucoup de choses et qui est de l'ordre du génie, pourquoi pas aussi,
Mais c'est un travail qui est vraiment qui laisse entre deux eaux. C'est quelque chose de très astucieux qui prend en compte les limites qu'il est encore possible de pousser justement dans le milieu. Et à la fois par rapport par rapport au marché, etc. Il épouse tout, c'est-à-dire qu'il épouse des attentes de l'institution. Enfin, à mes yeux, hein, il y a une question après. C'est qu'il épouse, à mon avis, toutes les attentes du milieu, et notamment cet exotisme d'exporter la danse dans le milieu de l'art, dans le musée et dans le centre d'art. C'est une attente très contemporaine. Et il épouse cette attente, c'est évident. Mais en même temps, sincèrement, une danseuse a parlé, ou une spécialiste a parlé, pour avoir vu moins d'actions de construction, puisque les gens appellent ça la tendance de Tino Sehgal, il y a quand même une très grande pauvreté du geste chorégraphique. Quand on voit, j'ai vu l'occasion au Festival d'Avignon l'été dernier, enfin il y a 1 an et demi, de voir dans la même journée un spectacle de Xavier Leroy et quelques minutes après, à 300 mètres plus loin, une pièce de Tino Sehgal, il y a une énorme différence en termes de création, en termes d'intelligence, d'environnement, de contexte. C'est évident qu'au Festival d'Avignon, la pièce de Tino Sehgal fonctionnait bien parce qu'elle épatait le public venu pour le théâtre. Mais en termes de forme même, le spectacle de Xavier Leroy était largement au-dessus en termes de création. Il travaille sur la frustration aussi, peut-être, qui est violent, là, en l'occurrence. Moi, je ne sais pas si l'histoire de l'art est finie, mais en tout cas, elle commence par des œuvres qui sont, on ne verra jamais, hein, qui sont ces œuvres que Pline évoque, d'appel, de protogène. Et donc, elle commence par du récit, par de l'ekphrasis. Je voulais seulement dire vraiment un mot sur la question de la citation, que c'est central, je n'ai pas eu le temps. Pas seulement sur les côtés de la citation des autres artistes, situations, mais du geste. C'est un travail très important à propos du geste, qui, si on voulait faire une géographie, on devrait partir du geste, de la question du geste après Warburg jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas une étape normalement, mais le geste dans son travail c'est très important. Donc je suis absolument d'accord sur la question de la citation, que c'est central dans son travail. Oui, je voulais juste avoir une réflexion aussi en tant que spécialiste de danse. Et il me semble, à travers ton intervention, que ce qui est mis vraiment en exergue, c'est l'importance de la transmission orale. Et dans l'histoire de la danse, la transmission orale, et c'est pour rebondir aussi par rapport à ce que Éric Mangeon vient de dire, c'est à la fois un piège par le fait même où on interdit, enfin, beaucoup de danseurs ont interdit quelque part de véhiculer autre chose que ce que leur corps mettait en œuvre. Notamment Marie Biegman qui même si... Enfin, voilà, c'est-à-dire que le geste est attaché au corps du danseur et finalement, ce qui peut le détacher, c'est juste la mort. Donc, quand on attache comme ça l'œuvre au corps même de l'artiste, ça empêche sa transmission. Et dans l'histoire de la danse, les transmissions sont faites toujours quand même de corps vivant à corps vivant et donc de corps à corps. Néanmoins, pas de documents, pas de photos, etc. Et ça c'est un dogme, c'est-à-dire comment dire, c'est de l'ordre du compagnonnage, quoi. Si on n'est pas attaché au transmetteur, au passeur, on ne saura rien de l'œuvre, on ne pourra pas la transmettre. Donc tout ça, c'est le paradoxe de ces transmissions qui sont finalement la fermeture même de la transmission orale, dans laquelle nous envoie Tino Sehgal, parce que quelque part, on est vraiment dans une transmission que par la relation, par l'oralité. Mais ce qui me semble intéressant quand même chez Tino Sehgal, c'est la multiplicité qu'il ouvre, c'est-à-dire que ce n'est pas attaché à son propre corps. Par le phénomène de la partition, par le phénomène de la divulgation, etc. Donc, d'où le paradoxe, en fait, sur une œuvre
à la fois fermée et extrêmement ouverte. Je ne sais pas si j'étais très claire, parce que j'ai toute l'histoire de la danse dans la tête. La danse est très liée à la vidéo-danse, il y a eu beaucoup de films de... Oui, mais le rapport aux sources, est aussi un rapport qui trouve aujourd'hui, et par Jérôme Bell et d'autres, une autre façon de s'exprimer pour que ça soit des ressources. Et qu'on soit vraiment dans une transmission ouverte sur la mouvance, en fait. Voilà. Je dis vraiment. Et là, en fait, c'est ça. Est-ce que en fait, à chaque fois, c'est la question de l'œuvre qu'on peut concevoir comme une fiction d'œuvre en termes d'œuvre originale, et combien l'œuvre, finalement, elle est complètement démultipliée, distractée, comme le disait David Zerbib, dans la vie, quoi, aussi. Et c'est ce qui me semble intéressant. Oui, je pense que cette question de la transmission de la danse est très intéressante. C'est pas ma matière, pas du tout. Mais l'année passée, j'ai eu la chance d'être invitée à un colloque ici à Nice, à la Sophie Antinopolis, on dit comme ça, Antipolis, je ne me rappelle jamais les noms. Et il y avait des spécialistes de danse, il y avait hier Joël, qui est une des personnes qui a organisé ces colloques-là. J'étais là l'année passée. Et là, il y avait Susanne Franco, c'est une historienne de la danse italienne qui a travaillé beaucoup en France. Et là, nous a apporté un exemple que j'ai trouvé vraiment génial. Malheureusement, excusez-moi, c'est pas du tout scientifique, mais je ne me rappelle pas du tout les noms, d'un performeur qui était un transsexuel qui a revivifié la figure de Martha Graham. Et au début, il a commencé à faire des vidéos totalement indépendantes. Il a commencé à étudier tous les mouvements de Martha Graham et il a remis en scène, pas les spectacles, mais la relation entre elle et sa actrice la plus connue. Il a fait tout ça jusqu'au bout que la fondation Martha Graham, au début, il a dénoncé. Après, il a pris, il a financé, il a produit, parce qu'en effet, il est devenu une manière géniale de renouveler l'idée de la transmission de la danse de Martha Graham, d'une nouvelle idée totalement différente. C'est évident que ce n'était pas d'une manière didactique traditionnelle, mais c'était très intéressant. Et ça, c'était un exemple pour moi génial. Excusez-moi, je ne me rappelle pas les noms, c'est aux États-Unis, c'est vraiment bien connu, ce mec-là, et aussi c'est un internet, tout le monde le connaît. Et là, sur les colloques, il y avait beaucoup de collègues qui viennent du monde de la théorie de la danse, qui parlaient de ça, de la question de la transmission du geste de la danse. Je trouve qu'il y a en effet beaucoup de niveaux à ce moment. Il y a aussi la technologie qui a commencé à faire des efforts dans ce sens-là. Mais je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas bien. C'est comment on accepte l'oubli, en fait, qui est producteur même de la mémoire. Et c'est vrai que quand Mehdi, tu disais l'idée de sauvegarder, bien sûr, l'idée de rassembler, de quand même créer une espèce d'identité. Voilà, et à chaque fois, est-ce que tout ça n'est pas finalement aussi acceptons nous ou pas l'oubli, en fait, aussi. Voilà. J'ai une pièce. Oui, j'ai reçu votre. Je version juste une pièce au dossier Tino Segal pour prolonger la remarque d'Éric au sujet de sa redoutable adaptation à un certain monde de l'art et à un certain système, mais aussi son adaptation à un certain système économique. On a beaucoup débattu de la vente de ces pièces, mais il y a aussi des débats qui viennent de ceux qui ont travaillé pour lui, des performeurs, autour de leurs conditions de travail et de rémunération. Et il y aurait récemment un article de Marcel Diacou qui critiquait assez vertement et assez efficacement, je crois, son rapport aussi économique en tant qu'entrepreneur. Elle n'avait pas été payée. Avec l'idée d'une dote en première, c'est qu'elle n'avait pas été payée, Marcella. Alors, je dis que je ne connais pas, mais je ne suis pas l'avocat de Tino Segal. Ça qui m'intéresse, c'est le processus. Si en effet il ne paye pas ou il paye mal les auteurs, je ne veux pas dire qu'elle ne m'intéresse pas, totalement m'intéresse, mais je pense que ce n'est pas le focus de mon intervention. Et normalement, on devrait
comme on dit, s'interroger sur beaucoup de monde de monde-là qui ne payent pas du tout. Alors, tous les assistants des peintres qui travaillent depuis des années sans être payés en Italie, hein, je ne suis pas en France, donc c'est un peu compliqué. Hein. Derrière ça, il y a aussi le fait que les intellectuels qui ont ajouté à intervenir dans son performance. Oui, c'est celle qui s'appelle Des situations. Se sont sentis instrumentalisés par le dispositif. Ils n'avaient rien le droit de dire. Ils prenaient la parole. Oui. Oui, mais absolument. Je ne sais pas comment. Oui, mais je vous lis les textes qui disaient qu'ils ne laissent pas d'auto-liberté, c'est-à-dire c'est un peu compliqué la situation. C'est pas qu'il n'y a pas de liberté, c'est que je pense qu'il construit une machine. Et ça, les gens, ça peut être des utiles dans plusieurs situations, c'est pas seulement dans Dino Segal que les gens se sont des utiles. Je reviens sur la façon dont j'ai reçu votre intervention. C'est-à-dire, je trouve que c'est très subtil de ne rien avoir présenté, de nous avoir raconté. Et je reviens sur ce qui a été dit au niveau de l'oralité. Vous nous avez fait une transmission orale. Et moi, je trouve que ce que je retiens, c'est pas la danse, c'est pas le théâtre, c'est l'oralité, c'est la transmission orale et la communication directe entre le regardeur et le producteur presque, c'est-à-dire l'œuvre d'art, c'est-à-dire ces personnes qui vont vous adresser la parole ou qui vont rentrer en communication ou pas avec vous. Et pour moi, c'est vraiment une synthèse de remonter à une origine vraiment de la création. Et justement, puisqu'on est par rapport à l'archive, l'absence d'archives oblige à cette discussion. Vous avez commencé votre intervention en disant « je vais présenter les choses, mais je vais provoquer des questions dans la salle ». Ça fonctionne parfaitement. Et je pense que c'est le côté le plus intéressant de ce travail, que je connais absolument pas, je viens de découvrir. Merci. Et je pense que c'est la question centrale parce que je pense que, encore, je parle tout le temps, mais une autre partie de l'intervention, je n'ai pas le temps de dire, c'est que normalement, je pense qu'il est parti de la conception de Derrida, de l'archive, qui c'est en tout cas quelque chose de violent, c'est une forme de pouvoir. Je pense que c'est ça. Qui, attention, je ne vais pas je vais pas être naïf, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas avoir des archives ou tout ça, absolument ça. Je pense que ça c'est utile pour discuter c'est quoi un archive de la modernité, de la contemporanéité, et c'est quoi, quelles peuvent être toutes les possibilités de l'archive aujourd'hui. C'est ça. C'est pas dire qu'il ne faut pas avoir des archives, normalement, c'est pas ça la question. Ils ne sont pas toutes inégales, hein, faut Ouais, je voulais simplement rebondir sur la question d'ekphrasis ou d'hypotypose, mais surtout par rapport à l'intervention de Mehdi Brit et savoir un petit peu plus en détail quel était son protocole pour ces entretiens, pour ces interviews, s'il s'agissait de discussions totalement libres autour de l'historique de la performance ou si les choses étaient déjà beaucoup plus cadrées. Non, en fait, chaque entretien est extrêmement bien préparé, en fait, selon chaque artiste. Puis évidemment, après, c'est là où aussi la source est entre autres biaisée, puisqu'après, ça demande une retranscription, une réécriture, et puis après aussi, un retravail avec l'artiste. Donc, disons qu'il y a un accompagnement qui se fait, en tout cas, du début à la fin, puisque bon, c'est d'où je vais essayer de parler, en fait, de rencontre, en fait. La rencontre se fait en fait dès le début jusqu'à la fin de l'entretien. Mais effectivement, j'ai essayé de vous évoquer en fait ces trois axes. Mais non, en fait, tout était... disons qu'on avait préparé en fait un certain nombre de questions pour chaque artiste. Mais après, disons qu'au bout de 3 heures, 2 heures, 3 heures d'entretien, souvent les conversations étaient ouvertes. Voilà, c'est surtout par rapport à ce... Souvent, on est même allé dans des dialogues et puis on... À ce format-là, oui, que je me pose cette question-là. Voilà, bon, merci. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, l'heure est à la conclusion, si on peut conclure. Encore une question? Allez. Merci. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre exposition de Dino Segal, c'est que il me semble que
faut lire les pièces aussi à la suite, l'une de l'autre, qu'il y a un enchaînement et qu'il faut les saisir aussi dans cette gradation de sens ou énonciation successive. Enfin, est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu celle de la Documenta? Et dans ce cas, comment vous l'arrimez à ce qui précède? Pour ma part, à la Documenta, donc je connais dans les grandes lignes au moins le rythme ségal. Ce qui m'est apparu, c'est qu'évidemment, il n'y a plus du tout l'effet de surprise tel qu'on l'a eu avec This is Contemporary et ce premier événement tout à fait frappant. Alors, il plonge le public et les acteurs ou performeurs dans le noir. Donc ça, il va un peu plus loin encore dans l'abstraction de l'objet. Reste bien sûr le texte. Et ce que j'ai perçu d'étrange cette fois-ci, c'est que dans ce qui était énoncé, il y avait par moments des bribes de musique chantées par ces différents intervenants. Et donc, il y avait des personnes dans le public qui chantonnaient la musique eux aussi. Donc, il y avait une confusion un peu entre l'acteur et le spectateur. Oui, je le documente et je connais très bien Carl-Christoph Wagner, nous avons beaucoup travaillé ensemble, alors donc nous avons beaucoup parlé de ça, de cette documenta. C'est un documenta très important pour moi, à mon avis. Et je pense qu'il sait pas, l'idée de Tino Sehgal, à mon avis, normalement, c'est pas de surprendre, c'est pas l'idée de faire quelque chose, c'est plutôt sur les côtés du choc que de la surprise. Je pense, c'est mon point de vue normalement. Et c'est plus lié à l'idée de choc qui on peut dire benjaminienne, qui est plutôt que l'idée, c'est-à-dire de mettre le spectateur dans une condition de danger, c'est ça. Alors donc je pense que c'est dans une expo comme Documenta, qui de quelque part il était tout très clair, il était tout déclaré, très déclaré, et ça c'était l'intention de Caroline, de rendre tout de quelque façon aussi didactique d'une certaine manière. Il a fait un champ noir, totalement noir, où il n'y avait point de référence. Et en effet, là, la question c'était un autre, parce que comme vous avez bien expliqué, il y avait quelqu'un qui chantait, qui frappait les mains. Et là, en un temps, on pouvait participer de quelque part, ou pas. Je pense que si vous me dites ça, vous l'avez vu. Pendant 30 secondes, il était presque impossible de rester dedans. Je suis sortie. Parce qu'il était vraiment un peu... Oui, mais vous perdez la leçon de l'horizon, vous commencez, vous touchez avec les autres, il était pas amusant, pas du tout amusant. Et donc je pense qu'il était une nouvelle manière de mettre un Dodger. Il avait fait à la Turbinole, je conclue, il avait fait à la Turbinole cette autre chose là où on met en discussion les choses les plus intimes. Je pense que ce sont un peu sur le même niveau. Là, il était d'écouter une histoire très personnelle de quelqu'un qui ne connaît pas et d'avoir le courage de conter quelque chose de très personnel si tu veux. Alors, donc, je pense que à ce moment, il travaille sur les limites du danger. C'est mon avis, hein, c'est pas... C'est mon... Merci, Viviane.